J'étais battue. Elle m'avait introduit du piment mélangé avec du gingembre dans la femme. J'avais environ 6 ans. Mon enfance a été brisée. Le seul moment que je pouvais au moins jouer un peu aussi, et c'est elle qui m'a offerte à son mari en cadeau. Et c'est son mari qui m'a violée. Elle me tenait au lit, mais il y avait quelque chose qui me disait non, tu ne mourras pas. Il y avait une espèce de douceur. C'est comme si le Seigneur a toujours été autour de moi et a toujours veillé sur moi. Europe 1, 14h-15h, Cœurs et âmes. Grégory Turpin. Rebecca, alors vous êtes née dans un petit village du Ghana au début des années 60. Dès la première ligne de votre livre, on comprend que votre enfance a été marquée par la douleur. Comment vous souvenez-vous de cette petite fille que vous étiez ? Bonjour, rebonjour Grégory. Merci de m'avoir invité. Je ne peux pas oublier, je n'arrive pas, et ça s'appelle la mémoire. Donc mon enfance, au départ, la naissance, de ma naissance, c'était un enfant heureux. J'étais heureux, j'avais mon papa, ma maman, et on vivait au Ghana. Je suis né dans un pays, le village qui s'appelle Agogo. Agogo, c'est à côté de Akumassi. Akumassi, c'est là où il y a les rois des Ghana. Beaucoup, c'est un territoire très royal. Et ensuite, pour X raisons familiales, ma mère quitte mon père et donc il nous ramène au Togo. Et au Togo, nous sommes arrivés chez sa sœur, sa grande sœur, qui était Nana Benz. Alors tous les Togolais, on sait, quand on dit Nana Benz, c'est les femmes qui ont le pouvoir, qui tiennent le marché, les pagnes, les tissus, tout ça, ça passe par eux. Ce sont ces femmes-là qui tiennent l'économie du pays. Et donc, elle en faisait partie, la grande sœur de ma mère. Et donc, elle avait de quoi à loger, on était chez elle. Et puis, malheureusement, elle décède et son mari nous met à la porte. Et à partir de là, c'est le descente aux enfers. Et justement, avant de venir sur cette descente aux enfers, vous me racontiez que enfant, vous avez quand même de bons souvenirs avec votre papa en particulier, peut-être qui explique aussi votre amour des podiums, votre amour de la photo. Votre papa a été présent et quand il vous emmenait à la messe, absolument. Vous preniez des photos avec lui. Si on retourne en arrière, j'ai été baptisée au Ghana à ma naissance parce que mes 2 parents étaient des chrétiens, mon père très croyant, ma mère aussi. Et donc, quand on allait à la messe le dimanche, d'abord le matin, on se levait, on nous préparait, et c'est là où on mettait ma petite robe, mes petites chaussures, les petites nattes, et pour aller à la messe. En Afrique, le dimanche, c'est jour de fête. C'est le jour où on met sa plus belle robe. Et c'est pas, en Afrique, c'est pas, on garde pas la plus belle robe pour aller au mariage. C'est en premier pour aller à l'église d'abord. Et ensuite, s'il y a mariage, on peut remettre la même chose. Et mon père, il nous prenait en photo après le retour de la messe, il nous prenait en photo. À la messe, moi, j'étais trop enfant, je comprenais pas grand-chose, mais par contre, photo, je comprenais très bien. Et donc, il nous prenait en photo, et ce jour-là, c'est la fête, quoi. Le dimanche, en Afrique, c'est la fête, quoi. Exactement. Voilà, mais malheureusement, votre père vous quitte très jeune, votre maman plus tard, et donc vous êtes placé chez une tante. Oui. Et là, vous allez devoir travailler très jeune. Oui. Vous allez subir des violences, des agressions. Oui. C'est quoi quelle est la petite fille que vous étiez à ce moment-là ? Est-ce que la petite fille malheureuse, très 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 malheureuse, dans la misère totale. Quand je dis misère totale, parce que d'abord, avant d'arriver au Gabon, c'était la misère qui a commencé dans ma famille au Togo, et ensuite ça continue sur le Gabon. Le Gabon, j'ai supposé aller à l'école, elle a supposé de me mettre à l'école, elle ne l'a pas fait, elle m'a mise à faire du commerce. Et j'étais battue,
Et un jour, j'avais fait une fugue. Auparavant, pourquoi j'ai fait la fugue? Parce qu'elle m'avait introduit du piment mélangé avec du gingembre dans la femme. Et donc... Juste pour expliquer, Oui. vous avez vécu une agression particulièrement violente, puisque c'était sur vos parties génitales qu'elle a mis du piment. Oui. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais environ 6 ans, 6-7 ans par là. Oui, quand c'était arrivé. Et à partir de là, évidemment, j'ai fait une fugue. Et je dormais sur les marchés, je dormais en dessous des tables des marchés et je mangeais dans les maquis. En Afrique, on appelle ça les maquis, là où les gens venaient consommer de la nourriture, et donc j'attendais, je mangeais ce qu'ils n'avaient pas terminé, le reste dans les assiettes. Et donc cette partie de mon enfance au Gabon, très douloureuse, la seule lumière que j'ai eue, c'est qu'il y avait une Française qui habitait à la maison d'à côté, pratiquement en face, qui voyait ce qui se passait plus ou moins. Et puis un jour, elle a invité pour pouvoir me donner un petit peu de bonheur à moi. Je l'ai compris plus tard. Et elle m'a offert une poupée et je me suis accrochée à cette poupée. C'était ma poupée blonde, elle avait des cheveux blonds, les yeux bleus. Et j'aimais cette poupée. Et quand on a fini, on est rentré. Entre-temps, on a eu des chocolats, des petits gâteaux que la Française... Françoise nous avait donné. Et quand on est revenu, elle m'a arraché la poupée et elle a mis tout en haut de son placard et je ne pouvais plus jouer avec. Et de temps en temps, quand elle sortait au marché, et je montais sur une chaise et je voyais juste à peine le cheveu de ma poupée et tout en haut. Et je vais dire que j'ai pas eu d'enfance. Mon enfance a été brisée. Le seul moment que je pouvais au moins jouer un peu, aussi, on me l'a enlevé. Oui. Mais un drame va survenir, vous avez 13 ans. Oui. Et là, vous êtes victime de viol. Oui. Et de ce viol va naître un enfant. Ce viol... C'est après le décès de ma mère, quand on est revenu du Gabon. Et j'ai pas voulu retourner, tout ça est dans le livre. Et en ce moment-là, j'étais chez ma grand-mère, et ma grand-mère assez vieille, j'ai pas voulu continuer. Et puis je me suis sauvé de chez ma grand-mère et je suis allé vivre chez une personne dans une cour. Parce qu'en Afrique, on dit famille mâche longue. On se connaît, tout le monde se connaît. Je peux aller dormir chez l'autre ou l'autre peut venir. Donc, je suis allé chez une autre personne qui vivait dans la maison du frère de ma mère. Et donc, elle faisait du commerce et c'est elle qui m'a offerte à son mari en cadeau. Et c'est son mari qui m'a violée. Et voilà. Donc, elle me tenait au lit pendant que lui, il a fait ce qu'il avait à faire dans la violence. Oui. Le viol. C'est vraiment... on est tous, je crois, émus dans le studio d'entendre autant de... ce qu'une enfant a pu vivre. Vous racontez aussi dans le livre Quand les étoiles deviennent noires, paru aux éditions Première Partie, comme quoi ça a été difficile d'accepter cet enfant qui avait le visage de votre violeur. Mais il va se passer quelque chose dans votre histoire, quelque chose qui va tout faire basculer, puisque un jour, à Abidjan, alors que vous travaillez comme serveuse dans un bar, un photographe vous repère. C'est le point de bascule. Qu'est-ce que ce regard-là a déclenché en vous ? Ce photographe, c'est un peu comme la Française dans cette douleur et que je voulais mourir. Je fais juste un petit retour rapide en arrière, puisque je voulais mourir. Mais il y avait quelque chose qui me disait non, tu ne mourras pas. Il y avait une espèce de douceur
qui rentrait dans mon cœur. Et ça, je comprends plus tard. Ce photographe, c'est comme si le Seigneur a toujours été autour de moi et a toujours veillé sur moi. Ce photographe, il a mis aussi sur ma route cette Française, Françoise, et le photographe aussi, et qui m'a dit, mais vous devrez être mannequin. Et donc c'est lui, il m'a mené à Bassam un week-end, et nous avons fait des photos. Et pour la première fois de ma vie, de mon existence, je regardais les images qui n'ont rien à voir avec les dimanches de mon enfance, de mon papa, et que je me suis aimée après toutes les souffrances. Je me suis aimée sur les photos qu'il avait fait, je trouvais magnifiques. Et donc, à partir de là, je commençais à faire le mannequinat. Et puis vous allez être élue Miss Côte d'Ivoire, vous allez être repérée, vous allez venir en France dans l'agence Glamour, et là vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment changer toute votre vie. Il s'appelle Yves Saint Laurent. Est-ce que vous vous souvenez de ce premier face-à-face avec lui ? Le face-à-face, c'était quand j'étais élue. C'est le jour où j'étais élue. Ce jour-là, il faisait un temps magnifique, le ciel était bleu, avec des nuages, des grosses nuages dans le ciel. Et j'ai passé la porte du studio, parce que là où le maître y criait, son temple de beauté, sur la porte, c'est studio. Et je suis rentrée là-dedans. Avant de rentrer dans le studio, j'étais très énervée, excitée, je tremblais. Et quand j'ai passé la porte, et il m'a fait un grand sourire, et là, ouf, j'étais détendue, c'était merveilleuse, et j'ai senti que c'était bon. Rebecca, vous nous en parliez juste avant cette pause. Oui. Vous êtes devenue l'égérie d'Yves Saint Laurent. Oui. Qu'est-ce que ça a changé en vous de passer de cette vie difficile, marquée par la violence, les abus, le viol, de devenir d'un seul coup une femme adulée, admirée ? Oui, Saint Laurent m'a tout apporté. Je me considère mon histoire un petit peu comme Cosette, Les Misérables. Saint Laurent m'a tout apporté, ce grand homme il m'a donné son amour, son regard, sa douceur. La douceur un enfant qui a été battu pendant longtemps, il a besoin de quoi ? Il a besoin qu'on l'aime et qu'on lui donne de la douceur. Et Saint Laurent m'a apporté en ce moment-là beaucoup de douceur, de la tendresse. Et il était très spirituel dans sa manière de faire les choses. En silence, sa côté spirituel croyant était en silence, mais il portait ça en lui. Rebecca, à la suite de cette rencontre, vous allez défiler bien sûr pour lui, vous allez devenir son égérie, mais vous allez défiler pour les plus grands. Vous Oui. allez être vraiment la première top modèle africaine connue en France. Oui. Comment on vit cette ascension ? Comment on vit ce succès incroyable ? Tout simplement, naturellement, vu que je m'étais pas préparée. Je m'étais pas préparée pour y arriver là où je suis arrivée. Et tout ce qui m'ont porté, je disais que sur mon parcours, Dieu met toujours une rencontre. C'est comme tout à l'heure, quand vous parlez de Miss Côte d'Ivoire, c'était Garo Asbani, qui est d'origine arménien. Et le Seigneur met toujours une personne sur mon chemin qui me prend la main pour traverser, traverser, quand je dis traverser, pour aller de l'autre côté pour continuer. Et Saint Laurent, grâce à lui, je travaillais pour toutes les maisons de haute couture françaises et internationales, aux États-Unis, au Japon, en Italie, partout. J'ai suivi, je les ai tous faits. Mais cette ascension va durer 10 ans. Vous allez vraiment faire tous les podiums du monde entier. Vous allez énormément voyager. Oui. Et puis ensuite, un jour, vous allez être écarté. Ça a duré plus que 10 ans. Plus que 10 ans. Oui, une fois que Saint Laurent, tant que première africaine rentrée dans une maison de la haute couture française, une fois que quitté Saint Laurent, j'ai continué, le vol a continué, j'ai continué.
Et de temps en temps, il m'arrive encore de défiler, mais entre-temps, il y a eu le descendre aux enfers, je crois. C'est cette question-là que vous me posez. Exactement. Oui. Et comment on vit cette descente aux enfers, les excès, vous avez connu, voilà, vous avez un peu noyé ce chagrin peut-être de ne plus être reconnu, de ne plus exister. Beaucoup, parce que quand on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, on s'en fout. Mais une fois qu'on l'a vécu, et puis tout d'un coup, où c'est comme si vous êtes sur un podium de spectacle, et puis tout d'un coup, vous êtes en plein discours, en plein théâtre, et puis les lumières se teignent au fur et à mesure, et vous vous retrouvez complètement dans le backstage, et ne pas savoir ce qui vous arrive, et plus personne autour de vous. Vous appelez, mais personne ne vous répond, ou on vous dit « je veux te rappeler », et puis on ne vous rappelle pas, et en ce moment-là, c'est de nouveau un autre chute. Alors là, je me suis dit, Seigneur, pourquoi mon enfance? Est-ce que je n'ai pas assez souffert pour que ça recommence? Pour que ça recommence. Mais au fur et à mesure, aujourd'hui, je veux vous dire, Grégory, que je me sens beaucoup plus forte psychologiquement. Pourquoi? Parce que j'ai connu la grâce, la douceur de Dieu, le Seigneur. Le Seigneur, c'est comme une flamme qui me consumait tout doucement, et au fur et à mesure, je ne peux plus m'en passer. Et je rends grâce. Et puis Rebecca, au milieu de cet enfer, de ce nouvel enfer que vous vivez, vous rentrez dans une église, et là il se passe quelque chose de merveilleux. Oui, c'est ce que trop de charges, trop de négativité, des choses qui me pesaient lourdement. Et un jour, je suis rentrée dans un monastère, et puis il y avait le Saint-Sacrement exposé. Mais ce monastère-là, je suis allée avec un ami qui m'a fait rentrer dedans. J'ai rencontré les sœurs, les moniales, je dirais. Je les ai rencontrées, la mère supérieure. Mais un jour, je me suis assise. Un après-midi, j'en pouvais plus, j'ai passé la porte, et je me suis assise devant le Saint-Sacrement. Et là, j'ai déversé, il pleuvait en moi, mes larmes coulaient, et je parlais directement comme si le Seigneur, il est là, et il est juste là pour m'entendre, moi, comme une espèce de confession, mais lourde, pas devant un être humain, mais le Seigneur caché dans comment on appelle, le Saint-Sacrement. Il est dans le Saint-Sacrement, et donc tout est sorti. Je lui parlais en direct, comme si le Christ était devant moi directement, comme ça. Je parlais en direct. Et après, ça m'a fait énormément du bien. Mais c'est comme si j'avais un sac à dos qui pesait 1 tonne avant de rentrer dans l'église. Et une fois que j'ai tout sorti, mes larmes, et tout est un soulagement, une légèreté, une douceur incroyable, qu'on croit, on ne croit pas. Mais moi, j'ai vécu ça, et ça a renforcé plus ma foi. Ouais. Oui. Europe 1, 14h-15h, Cœurs et âmes.